premier du programme. Madame Rim Hachena ou Monsieur Zouawi qui veut commencer. Vous êtes les bienvenus. Merci Fatma. Je vais laisser la parole au premier lieu à professeur Zouawi. D'accord. On vous donne la parole, professeur. Oui, bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à Advik Riga. Voilà, et puis je vous félicite pour le choix de ce thème, un thème très important. Juste avant de commencer mon intervention, puisque vous avez parlé de la veille, j'ai quand même un mot à dire au niveau de la veille de façon générale. Les études qu'on a faites en Tunisie ont montré que la veille reste encore informelle. Elle reste informelle, les entreprises généralement n'ont pas de service veille. La dernière thèse que j'ai dirigée sur la veille, c'est une thèse qui a été soutenue par Madame Inès, qui est chef de service, chef de service veille à la Technopole El Ghazel. Imen Masmoudi. Elle a fait une thèse justement sur la veille. Et ce qui est intéressant dans cette thèse qui a été faite à travers une étude qualitative, c'est qu'elle-même, elle dirige le service veille. Et donc, le service existe à la Technopole. Et les entreprises qui sont installées dans la Technopole ont aussi des services veille. Et donc, à travers, si vous voulez, cette structuration du service veille, ils ont pu développer un système de veille et aussi, même, ils ont pu innover en développant disons, des méthodes ou des techniques de veille stratégique. Bon, j'ai voulu dire que le problème reste encore un problème de structuration de la veille. Les entreprises sont appelées, si vous voulez, à créer des services veille pour pouvoir suivre la concurrence et suivre l'environnement en général. Voilà, c'est juste pour une petite remarque, puisque vous avez parlé… Tout à fait d'accord, professeur. Voilà, mon intervention, le titre de mon intervention, c'est le rôle de l'université dans le développement de l'entrepreneuriat innovant en Tunisie. Bon, j'ai voulu, c'est une réflexion, si vous voulez, sur le rôle de l'université, et j'ai voulu vous faire profiter de mon expérience dans ce domaine, bien sûr en tant que professeur, mais aussi en tant que responsable dans l'université. Nous savons tous, et il est admis, si vous voulez, que l'entrepreneuriat et l'innovation sont deux concepts liés. Deux concepts liés depuis que Schumpeter a déjà prononcé sa formule très connue, la destruction créatrice. C'est-à-dire que l'apparition de nouvelles entreprises innovantes entraîne la disparition des entreprises existantes si celles-ci ne réussissent pas à s'adapter au changement de l'environnement. Peter Drucker confirme cette conception en considérant que l'innovation est la fonction spécifique de l'entrepreneuriat. Donc, il y a un lien étroit entre l'entrepreneuriat et l'innovation. On a besoin d'un entrepreneuriat innovant dans notre pays, parce qu'il est admis également que l'entrepreneuriat innovant est un outil privilégié du développement économique. Il favorise la création de valeur, il consolide la compétitivité et la croissance et permet aussi le bien-être social. Bon, cette prise de conscience, si vous voulez, de l'entrepreneuriat ou du rôle de l'entrepreneuriat, son rôle primordial a été accompagné d'un développement de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les universités, dans l'enseignement supérieur. Et l'enseignement de l'entrepreneuriat a pris de l'importance et a commencé à se généraliser dans les universités depuis un certain temps. L'objectif de cet enseignement est la diffusion d'une culture entrepreneuriale, la sensibilisation et la formation des étudiants en vue de les préparer à la création de l'entreprise afin de contribuer à la croissance économique et de contribuer également à résorber le chômage en favorisant l'auto-emploi, si vous voulez, et l'emploi des jeunes de façon générale.
cette prise de conscience a été aussi accompagnée d'un intérêt au niveau de la recherche scientifique. Et la recherche scientifique dans le domaine de l'entrepreneuriat s'est également développée. On a vu le développement de pas mal de laboratoires, de revues scientifiques spécialisées, des thèses de doctorat, des publications en entrepreneuriat qui se développent à un rythme effréné. Donc, comme je l'ai dit, l'objet de mon intervention, c'est de vous présenter une réflexion sur le rôle de l'entrepreneuriat à l'université tunisienne dans le développement de l'entrepreneuriat. Bon, j'ai un PowerPoint, une présentation PowerPoint. Est-ce que je peux la présenter comme ça on peut suivre Oui, oui, bien sûr, c'est bon. Voilà. Donc, vous pouvez partager l'écran. PowerPoint pour faciliter peut-être. Je propose aux participants de préparer vos questions. À la fin du webinaire, vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Et oui, c'est Mahmoud. D'accord. Donc, je vais commencer par la culture entrepreneuriale, enfin, les bases de la culture entrepreneuriale pour dire par la suite que la culture tunisienne pose un certain problème au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, si j'ai à définir la culture entrepreneuriale, je peux la présenter comme un ensemble de principes et de valeurs qui orientent le comportement des personnes et des institutions à l'égard de la création d'entreprises. Donc, comme vous le savez, la culture est généralement définie à travers des principes et des valeurs. Bon, si on revient à l'entrepreneuriat innovant, donc pour favoriser ce type d'entrepreneuriat, la culture dans un pays doit privilégier des valeurs basées essentiellement sur la créativité, l'esprit d'initiative, l'autonomie, la prise de risque, aussi, si vous voulez, cette volonté également de sortir un peu des sentiers battus et de créer quelque chose de nouveau. Malheureusement, et je crois que cet avis est partagé par nous tous, que la culture tunisienne n'est pas vraiment très favorable à l'entrepreneuriat innovant. Dans notre pays, devenir entrepreneur est encore considéré comme une option plutôt hasardeuse et même peu attrayante. Et cela, on le vit dans nos familles. Dans nos familles, généralement, on encourage nos enfants à étudier, bien sûr, pour occuper par la suite un emploi stable. Donc, et cela a fait également que les parcours éducatifs ont été orientés dans ce sens. L'objectif des parcours éducatifs était essentiellement de produire des salariés, former des salariés. Au début, c'était essentiellement la fonction publique et ça continue encore. Vous savez que pas mal de jeunes veulent toujours travailler dans la fonction publique. Les entreprises publiques, bien sûr, il y a maintenant quand même une tendance un changement et une orientation vers les entreprises privées, surtout les entreprises privées de renom et qui payent bien, ou des corps de métiers particuliers comme les médecins, professeurs, avocats, ingénieurs. Donc, orientation salarié stable dans une entreprise, dans la fonction publique, dans une entreprise, ou bien un métier professeur, médecin, etc. Et c'est vrai que je crois que nous partageons cet avis, c'est que notre culture est orientée vers ces aspects. Bon, au niveau, comment l'entrepreneuriat ou l'enseignement, si vous voulez, d'entrepreneuriat s'est développé, il faut dire que ça a commencé à la fin des années 90. À la fin des années 90, je me rappelle qu'il y avait à l'université Tunis-Mana et particulièrement à l'ENIT, l'école d'ingénieurs, ils ont lancé un master entrepreneuriat et innovation destiné aux ingénieurs. À la même époque, juste après, si vous voulez, on a lancé un autre master en gestion, dans une école de gestion, l'école supérieure de commerce plus exactement. Et d'ailleurs, personnellement, j'étais à l'origine du lancement de ce master, un master en entrepreneuriat.
Et quand on a lancé ce master en entrepreneuriat, on l'a lancé en coopération avec l'INSI, l'École nationale des ingénieurs en informatique. Et l'idée, si vous voulez, c'était de former des gestionnaires et des ingénieurs ensemble dans le cadre d'un master entrepreneuriat afin qu'ils puissent par la suite créer leur entreprise ensemble. Donc, avoir des projets qui sont lancés par un gestionnaire et un ingénieur. L'ingénieur pour les aspects techniques et le gestionnaire pour, si vous voulez, pour la gestion. C'était ça l'idée. Et donc, on a lancé ce master. Bon, il faut dire, on était un peu déçus parce qu'on n'a pas eu beaucoup de candidatures des ingénieurs. On avait des gestionnaires. Il y avait peu de candidatures de la part des ingénieurs. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, à partir donc après les années 2000, si vous voulez, début du 21e siècle, on a commencé à généraliser les masters. Et il y avait une politique derrière ça, une volonté politique, vu le problème, si vous voulez, de chômage des diplômés qui a commencé à apparaître à l'époque. Et donc, on a généralisé les masters entrepreneuriat dans les universités. On a également généralisé l'enseignement de l'entrepreneuriat en tant que matière pratiquement dans toutes les filières. On l'a appelé à l'époque culture entrepreneuriale. Le problème, c'est que ça n'a pas été bien précisé. Et donc, on s'est mis à enseigner la culture entrepreneuriale. Chacun l'enseigne à sa manière, ce qui a conduit d'ailleurs par la suite l'université virtuelle à concevoir disons, ce module d'entrepreneuriat entrepreneurial et le mettre à la disposition des universités. Donc, les objectifs fondamentaux, si vous voulez, de la formation étaient de sensibiliser les étudiants à l'activité indépendante en tant qu'option de carrière, puisqu'on a commencé justement à pressentir le problème de l'emploi des diplômés et de développer les compétences, bien sûr, les compétences techniques, financières, commerciales et juridiques nécessaires pour créer l'entreprise. Donc, à la fois l'aspect sensibilisation et information sur la problématique de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises et le développement des compétences pour justement permettre aux jeunes diplômés d'avoir les outils qui leur permettent de créer facilement leur propre entreprise. Par conséquent, la formation était basée sur deux axes fondamentaux. Donc, le développement de l'esprit et des caractéristiques entrepreneuriales, et ça, c'est le volet le plus difficile qu'on a rencontré, et bien sûr l'esprit d'initiative, la prise de risque, le sens de responsabilité. Ça, on le discutera après, mais on a toujours un problème pour développer, si vous voulez, ces caractéristiques chez les étudiants. Mais ce qui est, bien sûr, le deuxième axe, qui est plus facile, c'est la formation technique à la création d'entreprises, c'est-à-dire la formation, les aspects techniques, l'aspect commercial, comment élaborer un plan d'affaires, et ça, c'est plus facile. En parallèle, à l'époque, il y a eu, toujours dans cet esprit, si vous voulez, cette politique de développement de l'entrepreneuriat en Tunisie, il y a eu le développement des technopoles. Il y a eu une dizaine de technopoles qui ont été créés dans les différentes régions universitaires. Bien sûr, la fameuse technopole Razel, qui est importante et qui continue jusqu'à maintenant. Il y a aussi la technopole de Bourj Sedria, technopole Asfer, à Bizer. Donc, il y a eu une dizaine en totalité de technopoles qui ont été lancées dans les années 90 et également des pépinières, les pépinières dans les universités en collaboration avec le ministère de l'Industrie. Toute cette politique, si vous voulez, visait à développer l'esprit entrepreneurial chez les étudiants et pousser ou inciter, si vous voulez, les diplômés à créer leur propre entreprise. Et le principe derrière tout ça, c'est qu'on crée de l'emploi pour soi-même, mais aussi pour les autres. La recherche, au niveau de la recherche a commencé également à se développer, à mon avis, bien sûr, on peut discuter ça par la suite, au début des années 2000. Il y a eu des travaux de thèse qui ont été réalisés, mais essentiellement dans la discipline du management. C'est-à-dire, c'est dans cette discipline qu'on voyait se développer la recherche, surtout au niveau des thèses de doctorat, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi-même, j'ai dirigé ma première thèse
C'était à l'époque, c'était sur la thèse de Nabil Smida, qui est maintenant professeur à l'université de Caen, c'était une thèse intéressante hein, sur l'échec des entreprises. C'est à l'époque un sujet vraiment original parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur l'échec des entreprises nouvellement créées. Mais l'entrepreneuriat n'était pas encore reconnu à l'époque comme une discipline indépendante. Hein. Ça faisait partie des sciences de gestion et particulièrement c'était dans le management. Le nombre de masters de recherche de laboratoire en entrepreneuriat, il demeure jusqu'à maintenant, si vous voulez, un peu limité. Hein. Donc on développe des axes de recherche sur l'entrepreneuriat dans des laboratoires, comme je suppose le laboratoire Rigueur, il y a pas mal d'autres unités de recherche où l'axe entrepreneuriat existe, mais on n'a pas, disons, des laboratoires qui sont destinés pour l'entrepreneuriat. On peut dire que l'entrepreneuriat est reconnu comme une discipline à part entière à l'occasion de la réforme LMD et particulièrement la réforme des doctorats. Quand on a réformé le doctorat selon le système LMD, on a créé le doctorat entrepreneuriat. Donc, si vous voulez, il n'y a plus... avant, c'était des sciences de gestion avec bien sûr des options. D'abord, c'était les sciences de gestion tout court, ensuite sciences de gestion avec des options, marketing, management, etc. Et maintenant, on a un doctorat en entrepreneuriat. Donc, c'est quand même une reconnaissance hein, que l'entrepreneuriat est devenu une discipline à part entière. Et par exemple, actuellement, à l'École supérieure de commerce de Tunis, on a un doctorat en entrepreneuriat. Donc, on a un master en entrepreneuriat et management de l'innovation, un master de recherche en entrepreneuriat et en management de l'innovation, et on a un doctorat en entrepreneuriat avec, bien sûr, un master professionnel qui est encore à l'œuvre, un master professionnel en entrepreneuriat. Donc, on peut dire, en même temps, si vous voulez, il y a eu au niveau des jurys de recrutement et de promotion à des enseignants universitaires, on ouvre des postes en entrepreneuriat. C'est-à-dire on a reconnu également que l'entrepreneuriat est si vous voulez, une discipline. On recrute dans cette spécialité. On l'a reconnu comme une spécialité et donc une spécialité qui coexiste avec le marketing, avec le management, avec la gestion des ressources humaines, avec le management des systèmes d'information. Et donc, on ouvre des postes aussi en entrepreneuriat. Bon, les obstacles, si vous voulez, qu'on peut personnellement, que je vois personnellement pour le développement de l'entrepreneuriat innovant en Tunisie, c'est vrai que la politique, l'évolution que je viens de présenter montre qu'il y a eu des efforts considérables dans le développement de l'entrepreneuriat. Malheureusement, les résultats ne sont pas au niveau des espérances. Le nombre de diplômés qui font le choix de créer des entreprises innovantes demeure relativement faible. Moi, personnellement, j'ai beaucoup participé à des commissions d'études, si vous voulez, de projets d'étudiants en entrepreneuriat. Et j'étais souvent surpris de voir des projets qui, si vous voulez, avec des idées simples. Bon, on avait toujours l'ambition d'avoir des projets, puisqu'il s'agit de l'université, il s'agit également d'un niveau supérieur, d'avoir vraiment des idées innovantes, des projets innovants, mais les projets étaient simples. Je me rappelle même... j'étais à l'époque vice-président de l'université Tunis-Manar et on avait la pépinière, qui n'existe plus maintenant malheureusement au campus, dans le campus Manar, et on a organisé un concours pour le meilleur projet où participaient bien sûr des étudiants d'écoles d'ingénieurs essentiellement. Il y avait bien sûr des écoles des facultés de la science économique de gestion, mais aussi l'ENIT,
l'ISI, je me rappelle, il y a pas mal, mais on était un peu surpris par le manque d'innovation des projets qui ont été présentés. Et donc, cela montre qu'il y a vraiment un problème au niveau de la conception de projets qui sont innovants. Donc, les obstacles, si vous voulez, à mon avis, sont d'abord l'intervention de l'université dans le domaine de l'entrepreneuriat à un âge qui est avancé quand même, parce que, et je reviendrai par la suite sur cet aspect-là, parce que l'université, si vous voulez, la personnalité est déjà constituée de l'étudiant, et donc on essaie de sensibiliser, d'informer, de former, mais ça demeure insuffisant. Il y a la difficulté de réussir le premier axe de la formation, qui est le développement de l'esprit entrepreneurial et des caractéristiques entrepreneuriales, et surtout, la difficulté de produire des idées innovantes. On a vraiment un grand problème à ce niveau-là, à avoir ou créer des projets qui sont réellement innovants. Les recommandations, sur cette base, on peut dire, j'ai dit qu'à l'université, on commence un peu tard. Et c'est pour ça que je propose qu'on doit commencer le développement de l'esprit entrepreneurial dès le primaire. Dès le primaire, valoriser chez les élèves les qualités personnelles telles que la créativité, l'esprit d'initiative, c'est-à-dire je sais pas, permettre aux étudiants, aux élèves dès le primaire, les inciter, les encourager à créer, à essayer de développer l'apprentissage autonome, favoriser, je sais que c'est difficile, mais on doit développer une politique et au moins on doit être convaincu de ça. Favoriser un contact initial avec le monde de l'entreprise, en organisant par exemple des visites ou bien en invitant, si vous voulez, des professionnels du monde de l'entreprise pour justement pour que les élèves ne pensent pas seulement au métier que vous connaissez, devenir médecin, devenir ingénieur, devenir professeur, etc., mais qu'ils sachent aussi qu'il y a d'autres éventualités et devenir entrepreneur, créer sa propre entreprise, innover, c'est également une valeur sociale très importante. Au niveau de l'enseignement secondaire, on doit continuer à sensibiliser l'élève, à développer, si vous voulez, cet esprit-là, à développer l'esprit de l'activité indépendante. Et le message qu'on devrait peut-être diffuser, c'est on peut devenir non seulement un salarié, mais on peut également devenir un chef d'entreprise. Pas seulement un salarié, pas seulement disons un médecin ou un ingénieur ou un professeur ou un avocat, mais c'est bien aussi de devenir chef d'entreprise et de montrer tous les avantages qui sont liés au fait d'avoir sa propre entreprise, de faire travailler les autres, etc. Et au niveau de l'enseignement supérieur, mettre un accent particulier sur la création des entreprises innovantes, vraiment ça c'est important. Il faut que nos étudiants qui ont un niveau supérieur, niveau master, niveau licence licence et master, il faut que leurs projets soient des projets vraiment innovants. Il faut qu'ils cherchent, il faut sortir un peu des sentiers battus et penser à quelque chose de nouveau et développer la motivation et les aptitudes à la créativité et à l'innovation. Bien sûr, cela doit être l'objectif au niveau de l'enseignement supérieur, développer également les compétences pour identifier les opportunités commerciales et élaborer un bon plan d'affaires, c'est-à-dire que les étudiants doivent savoir que le plan d'affaires est très important et le plan d'affaires, c'est le moyen par lequel on va convaincre les octroyeurs de fonds et les banquiers pour qu'ils acceptent le projet et pour également qu'ils acceptent de financer ce projet. Si le plan d'affaires n'est pas bien ficelé, n'est pas bien présenté, il est difficile d'avoir un financement. Orienter les mémoires et les PFE vers des études de projet de création d'entreprises, mais des entreprises innovantes, donc mettre l'accent sur l'innovation, sur les projets innovants,
et organiser des concours de meilleurs projets innovants au niveau des universités en collaboration avec le milieu professionnel. Et si vous voulez, ce dernier point, moi personnellement, je suis content d'avoir, j'ai vu, si vous voulez, cet axe se développer dans les projets PAC. Dans les projets PAC des institutions, bien sûr, parmi les recommandations des projets PAC, c'est d'organiser ce concours de meilleurs projets. Et tous les établissements qui ont présenté des projets PAC, des projets d'assurance qualité, ils ont adopté ce choix-là, cet axe d'organiser de concours de meilleurs projets innovants pour les étudiants. Le but, bien sûr, c'est justement de réussir à avoir des projets innovants. Au niveau de la recherche scientifique, il faut, à mon avis, il faut améliorer la lisibilité des masters de recherche en entrepreneuriat auprès des étudiants. Les étudiants ont encore un problème au niveau, je parle de lisibilité parce que les étudiants, on a senti que les étudiants ont un problème au niveau, si vous voulez, peut-être réticence pour s'inscrire dans les masters entrepreneuriat. Ils ne savent pas où cela mène. C'est ça leur problème. Ils ne savent pas, quand on dit par exemple un master en finance ou un master en gestion de la qualité ou un master en comptabilité, ils savent où cela mène. Quand on leur présente un master en entrepreneuriat, ils ne savent pas exactement où cela va les mener. Et c'est pour ça qu'il faut faire un effort justement pour améliorer la lisibilité de ces masters auprès des étudiants pour plus d'attractivité des masters de recherche en entrepreneuriat. Deuxième point, consolider le thème de l'innovation comme un axe fondamental de la recherche en entrepreneuriat. L'innovation demeure toujours un axe important, mais il faut insister sur cet aspect-là. D'ailleurs, à l'ESC, dans le master entrepreneuriat, on a choisi cette optique. D'ailleurs, on a même changé le titre du master, l'intitulé du master, qui était un master de recherche en entrepreneuriat, pour devenir un master de recherche en entrepreneuriat et management de l'innovation. Et essayer de créer des laboratoires, des unités de recherche, bien sûr, qui peuvent par la suite se transformer en laboratoires dans le domaine de l'entrepreneuriat et l'innovation. Développer les relations avec le milieu professionnel pour promouvoir la recherche appliquée dans le domaine de l'entrepreneuriat innovant. Pourquoi pas, voir dans quelle mesure on peut développer ces relations et pourquoi pas la recherche appliquée dans le domaine de l'entrepreneuriat innovant, même qui peut se faire même au niveau des entreprises qui sont des entreprises existantes. Créer des associations scientifiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation et organiser des colloques scientifiques périodiques autour du thème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Pour conclure, on peut dire que le rôle de l'université dans le développement de l'entrepreneuriat innovant est important, il est même déterminant et on doit continuer à travailler sur l'entrepreneuriat, à enseigner l'entrepreneuriat, à faire de la recherche dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation, mais bien sûr, cela n'est pas suffisant. Il faut également qu'on soit accompagné il faut d'abord, en amont, comme je l'ai dit tout à l'heure, développer une politique éducative de l'entrepreneuriat innovant, progressive et cohérente qui commence dès l'enseignement primaire. La culture entrepreneuriale doit être également l'affaire de tous les acteurs, tout le monde doit y participer. L'action de l'administration, les agents économiques et financiers est indispensable pour concrétiser l'aboutissement de cette politique en termes de création de projets innovants. Il ne faut pas aussi oublier le soutien de la société civile qui dans notre société est devenue importante et un acteur important. Le soutien de cette société est primordial pour diffuser les valeurs et aussi l'éthique entrepreneuriale
à tous les segments de la société. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon intervention et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Si Mahmoud. C'était très enrichissant. Effectivement, je suis de votre avis. Il faut absolument donner de l'importance à ces disciplines et les développer de plus en plus